À vue d'esprit, Catherine Erard. Expérience de mort imminente, sortie hors du corps, immersion dans un bain de lumière, autant d'expériences extraordinaires qui ne laissent pas indemnes les personnes qui en ont vécu une. Pourquoi et dans quelles circonstances interviennent-elles? Comment s'expliquent-elles? Comment les distinguer d'une pathologie psychique? C'est à ces questions qu'À vue d'esprit tente de répondre aujourd'hui dans le deuxième volet de cette série intitulée En deçà de l'au-delà, une série qui nous est proposée par Evelyne Auberson. La réalisation est signée Hélène Ichters. Evelyne Auberson, bonjour. Bonjour. C'est donc à des expériences intrigantes que nous nous intéressons aujourd'hui, expériences qui font souvent toucher à des réalités autres et que nous allons tenter de définir avec vos deux invités aujourd'hui, Sylvie Détiola et Claude-Charles Fourier. Alors tous les deux en fait mènent des recherches à l'Institut suisse des sciences noétiques. C'est un institut qui se situe à Genève et qui cherche à stimuler l'intérêt des scientifiques sur ces phénomènes. Alors, cet institut essaye en fait d'être un pont entre les médecins et les personnes qui ont vécu une expérience d'état modifié de conscience. Nous allons définir ce que c'est toutes ces expériences dans un instant. Ce qu'il faut juste savoir, parce que c'est important pour la suite de notre discussion, c'est que ces phénomènes ne sont pas du tout rares, comme on pourrait le croire, mais ils toucheraient à peu près 30% de la population. Ouais, c'est étonnant, hein, 30% c'est important. Étonnant. Alors évidemment, c'est pas des chiffres très exacts, puisqu'il est impossible de pouvoir établir ce genre de statistiques, mais enfin, c'est une estimation. Sylvie Détiola est la directrice de l'Institut suisse des sciences noétiques. Elle est aussi docteure en biologie moléculaire, et Claude-Charles Fourier est lui psychothérapeute. Mais avant de leur donner la parole, voici un exemple de ce que c'est que d'être dans un état de conscience modifié. Il a été vécu par Diane il y a quelques années. En fait, c'est vraiment involontairement que c'est arrivé. J'étais en train de m'assoupir pour une petite sieste sur l'heure du midi chez moi sur mon canapé. Puis très relaxée. J'étais entre le sommeil puis l'éveil. Puis tout d'un coup, je me suis sentie sortir de mon corps et en une fraction de seconde, je me suis ramassée dans le coin du plafond et je me voyais couchée, étendue sur le canapé du salon. Bizarrement, je comprenais pas ce qui se passait. Je me rappelle d'avoir été comme étonnée dans mon ressenti parce que je comprenais pas ce qui se passait. Et quand je me suis mis à ressentir ça, je suis partie. Je volais super vite. Je voyais déroulé sous mes yeux, parce que j'étais en hauteur, une route avec des pancartes, avec des noms de villes, mais que j'arrivais pas à lire. Je voyais des arbres, des fleurs. De temps en autre, j'ai vu des mains se mettre sur ma route, mais je les contournais. Je continuais à voler très, 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 très vite. Il y avait plein de couleurs. Et en fait, ce qui m'a ramené, c'est le bruit d'un gros camion qui était juste en bas de chez moi, au feu, qui a fait un drôle de son qui a fait que je sais pas, ça a dû me ramener d'une fraction de seconde dans mon corps. Et là, je me suis réveillée avec le cœur qui battait la chamade. Je sais pas comment j'ai pu faire ce que j'ai fait, qu'on m'a dit plus tard, qui était probablement un voyage astral, mais que moi, je savais pas. Et bizarrement, on m'a parlé d'un fil d'Ariane, une espèce de fil de métal ou d'argenté qui serait relié à moi. Et je me suis souvenue par la suite qu'effectivement, j'avais une espèce de truc qui traînait sous moi, mais je savais pas c'était quoi. Et qu'est-ce qui vous fait dire que c'était pas un rêve? Je sais pas, c'est une certitude que j'ai au fond de moi, que c'est sûr que j'ai fait ça. J'aimerais bien revoir les pancartes des noms de villes pour me voir si c'est vraiment ces villes-là que j'ai survolées, mais j'ai pas eu le temps de lire, malheureusement. Sylvie Détiola, on parle de EMI, d'expérience de mort imminente, de NDE, de Near Death Experience. De quoi parle-t-on au fait? Alors, si vous voulez, le terme Near Death Experience, il a été inventé dans les années 70 pour décrire des expériences qui étaient rapportées par des personnes qui avaient été réanimées suite à un arrêt cardiaque.
par la suite, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres circonstances dans lesquelles on pouvait vivre cette expérience. Ça pouvait quand même être des circonstances où il y avait une atteinte physiologique sérieuse, comme un choc septique, anaphylactique, où il y avait vraiment une perte de connaissance, un traumatisme crânien, un coma, mais pas forcément de mort clinique. Et puis par la suite encore, on a élargi ça à d'autres circonstances, comme un choc psychologique, ou bien même dans des circonstances assez étonnantes de relaxation profonde, de sorte qu'actuellement, on se rend compte que ce terme est plus tout à fait adéquat, mais c'est le seul que l'on a pour l'instant. Alors maintenant, ces personnes donc, qui rapportent à peu près toute la même chose, quelle que soit l'époque, la culture, l'âge, le milieu social, etc. C'est une expérience très forte, extrêmement puissante, où la personne a tout d'abord la sensation de sortir ou de se retrouver instantanément à l'extérieur de son corps, d'observer ce corps depuis un point de vue qui est situé en général au-dessus, avant de se sentir aspiré dans un espace obscur, qui est souvent décrit comme un tunnel, mais pas toujours, ça c'est surtout en Occident. Et puis au bout de ce tunnel apparaît une lumière, d'abord sous la forme d'un point lumineux qui va grossir progressivement au fur et à mesure que la personne s'en rapproche, parce qu'elle se sent comme attirée par cette lumière, donc elle se dirige vers cette lumière. Et puis finalement, elle va en quelque sorte fusionner avec la lumière. Et là, c'est une expérience extrêmement intense, une sorte de fusion avec une matrice originelle, un bain d'amour absolu, une connaissance aussi absolue. Enfin, ils ont beaucoup de peine à la décrire parce que c'est au-delà de tout ce que l'on peut expérimenter. Et puis ensuite, on va dire que la personne va soit être renvoyée dans son corps, c'est-à-dire qu'elle entend une voix qui lui fait comprendre que c'est pas le moment, qu'elle a encore quelque chose à faire sur Terre, qu'elle doit repartir, ou alors elle rencontre une frontière qu'elle ne doit pas dépasser. Enfin, il y a plusieurs cas de figure. Mais si vous voulez, le canevas central, c'est un peu toujours ces étapes de sortie de corps, tunnel, lumière. Et ensuite, en fonction on va dire, des différents conditionnements de la personne, socioculturels, religieux, l'éducation, etc., il y a d'autres éléments qui vont venir se greffer et rendre une expérience unique. Alors, on parle donc d'expérience de mort imminente. En même temps, sur le site internet de votre institut, on peut aussi lire des témoignages, ou d'ailleurs aussi dans le livre que vous avez coécrit avec Claude-Charles Fourier, qu'il y a d'autres types d'expériences qu'on appelle des expériences d'état modifié de conscience. C'est quoi la différence ? Alors, si vous voulez, moi, ça a été la grosse surprise quand j'ai commencé à m'intéresser à ça. Donc, moi, je me suis intéressée aux expériences de mort imminente. J'ai créé un centre et tout de suite, j'ai été confrontée à des témoignages qui dépassaient largement le cadre de ces NDE. Et on peut dire que la NDE est un état modifié de conscience très spectaculaire, mais qu'il en existe beaucoup d'autres. Alors, parmi ceux-ci, il y a des expériences qui s'en rapprochent. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les out-of-body experience, les sorties hors du corps, qui correspondent justement à une étape de la NDE, mais qui pouvaient aussi être vécues dans des circonstances extrêmement variables, par des personnes, souvent depuis l'enfance, et qui le vivent souvent comme quelque chose de très naturel, de très agréable, qui leur apporte plutôt un plus dans la vie. Donc il y a cette catégorie qui concerne quand même beaucoup de gens. Nous, on a été vraiment surpris. Ensuite, il y a des expériences plus... c'est difficile de mettre des termes dessus, si vous voulez. Nous, on a essayé de les classifier, ce qui est assez difficile parce que des fois, c'est un peu flou, les catégories sont un peu floues. Mais il y a, par exemple, des gens qui vivent ce qui se rapproche d'expériences de type chamanique, mais qui n'ont jamais vu un chaman de leur vie, qui n'ont jamais pris de drogue, qui n'ont pas vécu de séances avec des tambours, et qui vont vivre, par exemple, la sensation de se retrouver dans le corps d'un animal ou voilà, avoir des pouvoirs un petit peu, ou une connexion avec la nature qui est très forte, de faire un avec un arbre, de ce genre de choses. Et ça leur tombe dessus d'un moment à l'autre, on peut dire. C'est pas des gens qui sont prédisposés à ça. Donc voilà, c'est tout aussi intéressant finalement que les NDE, mais c'est encore moins connu. Est-ce qu'il y a, entre guillemets, une différence très claire entre une expérience qui nous arrive comme ça, qui nous tombe dessus, et une expérience qui pourrait peut-être être recherchée selon peut-être, suivant quelle croyance, où on recherche à vivre ce type d'expérience. Est-ce que ça, c'est possible ?
Alors oui, c'est possible. Nous, on est souvent contactés par des gens qui ont justement suivi des stages de chamanisme ou utilisé toutes sortes de techniques ou de méthodes pour justement sortir de son corps ou vivre des phénomènes de ce type. La grande différence, c'est vrai qu'en général, ces personnes sont engagées dans une recherche. Déjà, elles sont à la recherche de quelque chose qui peut être spirituel ou plus de l'ordre de on va dire de l'exploration, mais elles s'attendent à quelque chose. Le gros problème avec les personnes chez qui ces expériences sont totalement spontanées, c'est qu'elles ne sont absolument pas préparées à vivre ça. En général, ça ne cadre pas du tout avec leur système de valeurs, de références, ça fait irruption dans leur vie, et à ce moment-là, tout leur référentiel éclate, et elles sont complètement perdues. Ça, c'est un point commun parmi ceux qui ont vécu ce type d'expérience, c'est qu'à un moment donné, il y a une sorte de peur ou d'angoisse suite à l'expérience parce que c'est quelque chose qui surprend. Alors très souvent, ce qui va dominer, c'est vrai que c'est la peur de devenir fou. C'est la première question. Il y a une grosse différence aussi entre les personnes chez qui les phénomènes commencent dès l'enfance, parce que souvent ils pensent que tout le monde a ces capacités. Ils sont plutôt étonnés en grandissant de se rendre compte que les autres ne comprennent pas de quoi ils parlent, et ils finissent par apprendre à ne plus en parler pour pas avoir de problème. Mais c'est vrai que quand les phénomènes commencent à l'âge adulte, c'est souvent en plus lié à des périodes, on va dire, émotionnellement forte où il y a une sorte de perte d'équilibre. C'est là que ces phénomènes font irruption. Alors là, vraiment, il y a une grosse remise en question, surtout sur sa santé mentale et beaucoup d'angoisse. Ça génère énormément d'angoisse. Qui est concerné par ce type d'expérience ? Je veux dire, dans l'ensemble de la population, qui vit ce type d'expérience ? On peut chiffrer, on a des idées sur le pourcentage de la population qui peut vivre de telles expériences ? Alors c'est très difficile d'avancer un chiffre. Nous, c'est quelque chose qu'on aimerait faire, mais par exemple pour les NDE, on estime qu'il y aurait entre, on va dire, autour de 10% des personnes qui sont réanimées suite à un arrêt cardiaque qui vivent ce type d'expérience. Il y a des sondages qui ont essayé d'estimer ça sur l'ensemble de la population mondiale, d'après les sondages qui ont été faits, on parle de 4% de la population mondiale. Mais bon, c'est à prendre avec beaucoup de précautions. Ensuite, il faut rajouter toutes les autres catégories d'expériences, et les autres sont plus courantes. Par exemple, les sorties de corps. Certaines études ont montré qu'il y aurait à peu près 10% de la population qui vivrait au moins une fois dans sa vie cette sensation de se trouver à l'extérieur de son corps. Donc si on met bout à bout l'ensemble de ces phénomènes, il est probable qu'on touche en tout cas, moi je pense, un tiers de la population. Donc c'est vraiment pas négligeable. C'est énorme. On n'a pourtant pas le sentiment que c'est une réalité aussi grande. Alors en fait, l'expérience, une fois, quand vous êtes en famille ou dans une soirée, commencez à parler de ces phénomènes. Commencez peut-être par dire que vous avez vécu quelque chose vous-même, de peut-être un peu, pas forcément très spectaculaire, et vous allez être étonné. Il y a toujours quelqu'un qui va vous commencer à raconter ce qu'il a vécu, puis une autre personne. Et vous vous rendez compte que ces gens n'en ont jamais parlé auparavant. Ils attendaient l'occasion. Mais c'est vraiment des sujets qui sont encore extrêmement tabous. Mais dès qu'on en parle, les langues se délient, et là, vous allez être étonné. Pourquoi ce tabou ? Parce que ça fait vraiment pas partie de notre culture. Nous, on est justement confrontés à des personnes qui viennent d'autres cultures et qui nous disent mais c'est quoi votre problème en Occident ? Chez nous, ça fait partie de la vie, c'est intégré, on en parle, il n'y a pas de souci. Nous, on est une société qui est vraiment basée sur la rationalité. On a décidé, enfin la science a décidé de ce qui existe et ce qui n'existe pas. Et comme ça, c'est considéré comme quelque chose qui n'est pas possible. Forcément, c'est apparenté, enfin c'est pas apparenté, c'est associé à des hallucinations. Donc c'est pas bon d'en parler. On n'attire pas des regards favorables en parlant. Est-ce qu'on pourrait dire, Sylvie Détiola, qu'il y a un profil de la personne qui peut ou pas vivre ce type d'expérience ? Alors ça, c'est une question qui a beaucoup intéressé les chercheurs. Il y a différentes études qui ont été faites par le passé pour essayer de définir un profil psychologique de l'expérienceur, mais sans vraiment de succès. On s'est rendu compte que c'était des gens plutôt équilibrés et sains d'esprit. Maintenant, nous, à travers notre expérience, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que on n'a pas vraiment
pu faire de statistiques parce que c'est assez difficile d'aller aussi loin dans les questions avec toutes les personnes, mais disons qu'on a souvent remarqué que c'était des gens qui avaient vécu des événements traumatiques au cours de l'enfance. Alors ça pouvait être des situations comme des abus sexuels ou des maltraitances physiques, ça peut être des sensations d'abandon psychologique aussi, ou d'abandon réel, ou bien simplement des enfants qui avaient été confrontés à des hospitalisations à répétition pour une maladie chronique. Donc il n'y avait pas eu une enfance comme tous les enfants, qui avaient grandi peut-être un petit peu plus vite. Ça, c'est une chose qu'on a remarqué. Comment vous l'expliquez ? Alors, une explication possible, et qui avait déjà été avancée par un autre chercheur américain, c'est qu'en fait, ces enfants auraient développer une sorte de mécanisme de défense psychologique pour se protéger d'une réalité devenue trop oppressante, trop douloureuse, et donc la capacité à entrer facilement dans un état modifié de conscience. Et il l'aurait tellement bien développé qu'en fait, à l'âge adulte, il l'aurait conservé, et la proximité de la mort, par exemple dans les cas de NDE ou d'un choc psychologique, réactiverait automatiquement ce mécanisme, ce qui ferait qu'il vivrait différents types de phénomènes. Ça, c'est tout à fait plausible, on va dire. Et c'est vrai que c'est assez troublant. C'est pas du 100%, mais c'est quand même très courant. Et puis l'autre chose qu'on a remarqué, c'est que très souvent, il y a une sorte de composante héréditaire. C'est que très souvent dans la famille, il y a une grand-mère, une grand-tante qui a vécu ou qui vit des phénomènes ou qui a des capacités ou qui est guérisseuse ou voilà, qui est un petit peu dans ces domaines-là. Et souvent aussi dans la descendance, un enfant qui présente déjà certains états modifiés de conscience. Selon Sylvie Détiola, de grandes souffrances ou alors des facteurs héréditaires expliqueraient le fait de vivre une expérience de conscience modifiée. Ces expériences font toucher à quelque chose d'universel et en même temps, elles sont toutes uniques et particulières. Claude-Charles Fourier, psychothérapeute à l'Institut suisse des sciences noétiques à Genève. L'ambiguïté des expériences de mort imminente, c'est qu'en fait, il y a toujours une sorte de schéma classique, c'est presque une image d'Épinal, mais au-delà de ce schéma type, on peut dire que chaque expérience est personnelle, elle est quand même très induite par tous les conditionnements de l'individu. À partir du moment où on s'incarne, on est conditionné, on est déjà dans des conditionnements innés, et puis après, on acquiert d'autres conditionnements qui eux-mêmes sont influencés par nos conditionnements innés. Donc on est vraiment une espèce de bouillon de culture. C'est le cas de le dire, culturellement parlant, c'est vraiment complexe. Et donc, à partir de là, chaque expérience prend sa propre forme. C'est pour ça que c'est très ambigu de faire des généralités là-dessus. Dans tous les états modifiés, dont les expériences de mort imminente, le mental est extrêmement important. Alors, effectivement, il est en amont de l'expérience, il est pendant l'expérience et il est après l'expérience. Alors, l'ambiguïté dans les expériences de mort imminente, c'est que la personne, elle ne vit ça qu'une fois et elle n'est pas préparée. Donc, elle arrive avec un mental, la plupart du temps, un mental bien costaud dans son expérience. Et c'est pour ça que ces expériences sont fortes et puis en même temps, elles parlent à la personne puisque quelque part, elle nous correspond, elle correspond à la personne. Et justement, si après, il y a un vrai travail de compréhension qui est fait, et généralement, je pense que la personne doit être accompagnée pour faire ce travail, parce que tout seul, c'est dur de voir clair. À ce moment-là, ça peut être extrêmement constructif, mais parce que on peut décrypter l'expérience, ce qui permet de l'intégrer en soi, puis après, grâce à ça, elle pourra évoluer grâce à la compréhension de l'expérience, puis elle pourra aussi évoluer grâce à la compréhension de ce qu'elle est au-delà de l'expérience de mort imminente. Or, l'ambiguïté, c'est que les gens qui vivent ce genre d'expérience, après, ils restent figés dessus. Le mental, justement, reste scotché, c'est trop super ce que j'ai vécu, waouh. Et puis, après, il n'y a pas forcément une évolution. Il faut vraiment que la personne se remette en question ou que la vie la remette en question ou qu'un accompagnateur soit là pour lui permettre de s'en servir et d'en faire un moteur pour aller plus loin.
Alors, Sylvie Détiola, vous êtes directrice de l'Institut suisse des sciences noétiques. C'est votre travail que de rechercher les causes et les explications de ces expériences de mort imminente. Quelles sont les recherches que vous menez? Alors, si vous voulez, il y a une première partie de notre travail pendant les 5-6 premières années qui a été vraiment un travail sur la base des témoignages, où on a étudié la phénoménologie des expériences de mort imminente et on a fait une phénoménologie comparative, c'est-à-dire qu'on a étudié ça en comparaison des autres expériences qu'on a recensées. On a essayé de faire des statistiques, de vérifier un petit peu si ce qui avait été vu et dit ailleurs se vérifiait aussi en Suisse. Ça, c'était une première partie qui, effectivement, s'est vérifiée. On a le même type d'expérience ici qu'ailleurs. Ensuite, on a beaucoup travaillé avec mon collègue, et ça, je pense qu'on est à peu près les seuls à l'avoir fait, sur la composante psychologique et psychothérapeutique des NDE. C'est-à-dire que l'expérience a une composante psychologique et symbolique qui est très importante et qui justement dépend des conditionnements de la personne, de son vécu, des traumatismes qu'elle a vécus et qui peut la renseigner justement sur ces conditionnements et l'aider à les dépasser. Donc qui ne va pas lui permettre, si elle en prend conscience, de pouvoir faire vraiment un travail sur elle de dépassement de ces problématiques. Donc ça ne veut pas dire que toute l'expérience est un produit du cerveau ou est un produit psychologique, mais il faut en tenir compte. Il faut en tout cas pas prendre ces expériences au pied de la lettre. Donc ça a été une partie de notre travail. Et puis maintenant, on a une partie plus expérimentale, mais comme c'est extrêmement difficile d'étudier les NDE dans un hôpital, je veux dire au moment où elles ont lieu, pour toutes les raisons qu'on imagine, nous, on a essayé de contourner le problème et de travailler avec des personnes qui vivent des sorties de corps, justement, en dehors d'une situation de mort imminente et spontanément. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas, pour des raisons éthiques, utiliser de techniques invasives pour provoquer ces expériences, parce qu'on sait justement que ça peut être très perturbant. Donc on travaille uniquement avec des gens qui sont habitués à en vivre et on leur demande, dans des conditions vraiment rigoureuses de laboratoire, de reproduire cette expérience avec leurs propres moyens. Et on a mis en place tout un protocole pour vérifier la réalité des perceptions visuelles qui sont rapportées au cours de l'expérience, de manière à pouvoir trancher définitivement entre l'hypothèse hallucinatoire ou celle d'une capacité encore inconnue de la conscience. Parce que c'est vraiment la première étape. Si on veut aller plus loin maintenant dans l'étude de ces phénomènes, il faut qu'on puisse montrer qu'on a affaire à quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'hallucination ou du fantasme. Et pour l'instant, on n'a pas cette preuve. On peut avoir une intime conviction, on peut être vraiment convaincu par ces témoignages, mais au sens scientifique, on n'a pas de preuve. Que je comprenne bien, est-ce que ça signifie, Sylvie Détiola, qu'à un moment donné, il y a des personnes qui acquièrent des capacités qui leur permettent de vivre ce type d'expérience? Effectivement, si vous comparez dans toutes les cultures du monde, ont mis au point des techniques ou des transes qui permettent de favoriser la sortie de corps. C'est quelque chose, comme je le disais avant, qui est connu depuis la nuit des temps et qui est exploité comme quelque chose qui va être un plus dans la vie des gens et qu'on peut cultiver, comme par exemple sa capacité à jouer du piano ou à jouer au tennis. C'est quelque chose qui peut s'entraîner. Et dans les autres cultures, ça c'est pas simplement pour s'amuser qu'on fait ça. C'est justement parce que ça peut permettre de trouver, de mieux se connaître. Il y a toute une part de connaissance de soi qui peut se faire à travers ce travail. Il y a la façon d'aller chercher la réponse à certains problèmes. On a une autre perspective dans cet état modifié de conscience qui nous permet, par exemple, de résoudre certains problèmes. Moi, je me souviens d'un médecin qui m'avait raconté ça. Il me disait, mais moi, quand j'ai un problème, je me couche sur mon lit, je fais une sortie de corps, et dans cet état-là, j'ai toujours la solution qui m'apparaît. Et bien sûr, il racontait ça à personne. Il nous l'a dit à nous, mais il ne le racontait pas. Donc, effectivement, je pense que dans notre société, notre vision très rationaliste a bloqué quelque chose qui était naturel et qu'on a dû perdre au fil des siècles, mais qui était là à la base.
quoi que vous souhaitez aller voir de plus près? Si vous deviez définir ce que vous recherchez. Si vous voulez, nous, à travers tous ces phénomènes, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que la conscience? Bon, moi, je suis scientifique, donc j'ai vraiment eu un conditionnement universitaire pendant des années qui m'a appris que la conscience était une production cérébrale, une sorte d'épiphénomène de l'activité cérébrale, hein, un petit peu aussi ou une sécrétion, un petit peu comme la bile est sécrétée par le foie. Et un jour, je suis tombée sur ces phénomènes. Et ce que disent ces témoignages ne cadre absolument pas avec ce modèle qu'on nous enseigne. Alors, soit on rejette ces témoignages, soit on remet en question le modèle. Mais là, il y a un souci. Donc, c'est vraiment aller voir de plus près, mais c'est quoi la conscience? Parce qu'on n'a pas d'explication actuellement. Ce modèle, justement, scientifique, c'est un postulat de base qu'on a pris pour travailler, qui cadrait avec un certain nombre d'observations, mais c'est pas une preuve scientifique. On le présente comme une preuve, mais il n'a jamais été prouvé scientifiquement. Et en fait, ces observations qu'on a faites, hein, toutes ces données d'imagerie cérébrale, d'imagerie fonctionnelle, elles peuvent très bien être expliquées par un autre modèle qui postulerait, par exemple, que la conscience se trouve à l'extérieur du corps et que le cerveau fonctionne un petit peu comme un récepteur. Et il n'y a rien qui contredit ce modèle. C'est juste qu'il n'est pas admis dans notre société. Et s'il y a juste une possibilité que ce modèle soit vrai, je me dis, mais ça vaut la peine d'aller y voir de plus près, parce que ce serait une remise en question. Ce serait révolutionnaire, je veux dire, ça remettrait en question effectivement toute notre vision des neurosciences, mais toute notre conception de la réalité aussi. Parce que si la conscience n'est plus produite par le corps, qu'est-ce qu'il advient de la conscience au moment de la mort? Ça soulève des questions vraiment existentielles majeures qui nous concernent tous. Donc pour moi, l'enjeu, il est tellement important que je ne comprends pas qu'on ne puisse pas avoir envie de creuser la question. Sylvie Détiola, directrice de l'Institut suisse des sciences noétiques, qui répondait à vos questions, Evelyne Auberson. On a vraiment le sentiment d'être dans une zone grise où les schémas scientifiques, nos propres pensées ou nos croyances sont bousculés. Oui, c'est là que les modèles et le vécu s'entrechoquent. Ils s'entrechoquent dans l'expérience elle-même, mais aussi après, dans l'intégration de l'expérience. On évoquera demain avec nos deux invités les impacts, les effets de ce type d'expérience, ce que les gens en font. Et en attendant, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous recommande la lecture du livre de Sylvie Détiola et Claude-Charles Fourier. Il s'intitule « État modifié de conscience, NDE, OBE et autres expériences aux frontières de l'esprit ». Il est paru aux éditions Favre en 2011. Des références que vous trouvez via notre site internet que vous connaissez, mais je vous en rappelle quand même l'adresse rts.ch/esprit. On se retrouve demain à 16h30, Evelyne.